Merci beaucoup. Je vous propose de voir les questions plutôt à la fin. Alors, l'Académie, par le biais de Jean-Claude Couffinal, a des projets assez poussés avec France Biotech. Donc, je vous laisse introduire. Oui. Alors, oui, simplement, Frédéric Gérard, comme s'occupant effectivement, il a pris la direction à la présidence de France Biotech. Je ne le connais pas bien, on a déjà eu quelques réunions ensemble, mais surtout, ça s'est bien passé, mais on a un travail de fond depuis 3 ans avec la task force sur justement toute la partie d'accès au marché. Et je remercie en tout cas Franck Couton, bien sûr, qui est avant. C'est un peu secret, alors ça fait du bien de lâcher ses secrets de temps en temps. Il m'a autorisé à faire une task force pour trouver une 3e voie alternative à la validation de l'innovation par rapport à la HAS restant régalienne, mais en ayant une décentralisation totale, je veux dire par rapport à des clusters, des sciences, des IHU, enfin en tout cas des consortiums validés pour pouvoir mener de manière parallèle, je veux dire, et non pas en série, des évaluations sur le matériel et faire énormément progresser, en tout cas en rapidité et en expertise, ce cheminement pour arriver à la mise sur le marché qui est un point excessivement important. On est dans un système paradoxal dans lequel, je veux dire, on est capable d'investir énormément d'argent en amont et en aval, on est tributaire de quelque chose qui restreint l'accès au marché. Donc je pense qu'il faut que cette hémiplégie se soigne. Donc on essaye de comprendre, si on n'ouvre pas des marchés aux produits, on n'a pas de retour sur investissement, ni pour l'industriel, ni pour le médecin, ni pour les patients. Ni pour le pays. Merci beaucoup Jean-Claude, et je retourne les remerciements parce qu'on est très honoré d'avoir l'Académie biologique qui contribue aux travaux de cette task force. Et j'en parlerai un petit peu, mais les task force, c'est une spécificité de France Biotech qui permet de recruter des expertises ou de consolider des expertises au-delà des entrepreneurs. Et c'est important quand on va faire des propositions qui embarquent une partie de la filière. Et quand on parle évidemment à dispositifs médicaux, vous êtes les acteurs clés en fait de leur utilisation. Et donc merci pour ces remerciements. Je salue Christelle un peu plus haut qui est la coordinatrice de ce groupe d'expertise. On appelle ça groupe d'expertise maintenant. Donc, France Biotech, on est l'association professionnelle des entrepreneurs français de la health tech. Contrairement à ce que semble indiquer le nom de France Biotech, nous n'avons pas, loin s'en faut, que des biotech chez France Biotech. Ça représente la moitié des entreprises adhérentes, mais on a aussi beaucoup d'entreprises qui développent des dispositifs médico-physiques, qu'on appelle MedTech, et également de plus en plus d'entreprises qui développent des dispositifs médicaux numériques. C'est important parce qu'il y a de plus en plus de porosité entre les 3 familles, on le voit bien dans le processus de développement, dans le processus d'accès au marché. Et puis, ça nous donne une vraie légitimité quand on discute avec les pouvoirs publics, de pouvoir parler du parcours de soins, en fait. Puisque aujourd'hui, la prise en charge d'un malade, ce n'est pas un médicament ou un dispositif médical, c'est souvent la combinaison des différentes technologies. Et d'ailleurs, la combinaison des différentes technologies permet de gagner en pertinence, en efficience, et on est convaincu, permet de générer d'une certaine manière des économies qui vont assurer la soutenabilité du système et la qualité des innovations. C'est un écosystème qui est très dynamique. Il y a 2500 health-tech à peu près en France, 850 biotech, 1400 medtech, 450 startups en santé numérique. Ça représente 60 000 emplois directs, indirects. C'est bien réparti dans les territoires. Ça investit à peu près 1,3 milliard en recherche et développement. Et puis, c'est important de savoir que la grande majorité des innovations qui sont développées par les health tech, elles viennent de la sphère académique. Donc, elles viennent de l'université, elles viennent des CHU. Je prends un exemple, j'étais la semaine dernière à Clermont-Ferrand pour l'anniversaire de Surgard, que vous connaissez peut-être, qui est une boîte qui est née de l'invention d'un chirurgien et qui se développe très bien. Et on retrouve dans les jumeaux numériques, qui sont une catégorie de produits très intéressants, à différents titres, et notamment quand on parle d'accès au marché, on y reviendra, mais on retrouve beaucoup en fait, de chirurgiens, de cliniciens à l'origine de ces innovations.
Et elles sont particulièrement pertinentes parce que pour le coup, le besoin, il est clairement identifié. C'est-à-dire que c'est, je suis au blog, je suis en train d'intervenir, je vois ce qui ne va pas et clairement, j'imagine une solution et je m'appuie sur des sachants en termes de technologie. Donc notre mission, c'est d'accompagner ces boîtes dans leur développement, en France et à l'international. On le fait par du partage d'informations, parce que c'est un marché très régulé, donc il y a beaucoup d'évolutions, c'est parfois complexe à comprendre, savoir que la majorité des dirigeants de health tech sont des scientifiques, c'est eux, c'est les inventeurs en fait de la technologie, et donc ils connaissent bien l'aspect technologique, mais il va falloir qu'ils apprennent le financement des entreprises, l'accès au marché, le développement clinique, la gestion du conseil d'administration, les actionnaires, etc. Donc partage d'informations, partage d'expertise, parce que les entreprises nous joignent à des stades de développement assez divers, et puis on travaille sur des propositions à destination des pouvoirs publics. Tout ça est supporté par une quarantaine de groupes de travail, il y a 12 commissions permanentes, et ce que l'on appelait des task force, qu'on appelle maintenant des groupes d'expertise, qui sont monothématiques et qui vont rassembler à la fois nos adhérents, et on pense que c'est très important d'aller rassembler tous les autres acteurs de l'écosystème, et donc on a des sociétés savantes, l'Académie de chirurgie, les syndicats de professionnels de santé, parce que dès qu'on parle de rémunération, c'est eux qui sont à la manœuvre, les associations de patients, parce que c'est eux qui, au bout du bout, bénéficieront des technologies, les investisseurs, les établissements hospitaliers. On a à ce titre un partenariat très abouti avec la conférence des directeurs généraux de CHU. On organise d'ailleurs lundi à Lille, le CHU Health Tech Connection Day, qui est la rencontre entre ces deux mondes. Et donc, finalement, l'expertise des health tech, ça va être, après une période de prématuration, de maturation, de prendre les technologies, on les met dans un véhicule type privé, une entreprise créée à dessein, pour qu'on puisse avoir, pour accompagner le développement de ces technologies, des experts qui vont permettre un développement rigoureux, conforme aux standards réglementaires. Réglementaires, donc c'est effectivement les données cliniques, mais les données de développement industriel, et puis évidemment le financement, qui est un sujet important. Alors je n'ai pas les chiffres, peut-être que Laurence Lézard, on dit traditionnellement qu'un médicament c'est 15 ans et 1 milliard. Le dispositif médical, j'imagine que c'est éminemment variable en fonction des technologies, mais de l'implantable type pompe cardiaque, j'imagine que ça se chiffre élégamment en centaines de millions, et donc il faut trouver ces financements. Alors, on a plusieurs groupes d'expertise qui traitent du sujet des dispositifs médicaux, création d'actes innovants, on en a parlé. On a également, avec les financements France 2030, les grands défis, robotique, implants, créé des groupes qui ont travaillé avec la Direction Générale des Entreprises pour réfléchir aux défis qu'on avait à relever. Et c'est vrai qu'en termes de robots et d'implants, les choses évoluent très vite. On s'oriente vers des robots qui vont être capables de prendre des décisions. On s'oriente vers des robots pour lesquels il va y avoir des planifications de blocs un peu différentes. On travaille, vous le savez, sur la prise en charge à distance. Évidemment, ça a des conséquences de formation, et sur les implants, il y a toutes les problématiques des nouveaux matériaux. Et on travaille d'ailleurs, nous, avec les entreprises de la Deep Tech pour essayer de faire la jonction entre les deux. Il y a des innovations en termes de fonction, avec des possibilités de détecter des anomalies, par exemple. Et puis, évidemment, il y a des sujets de performance et de sécurité sur du long terme. Et donc, les sujets qu'on a relevés qui sont plus pertinents pour l'accès au marché, d'abord, il y a tout un sujet du cadre amont. Laurence en a un petit peu parlé, mais c'est évident que pour mettre en place ces robots, ces implants qui vont embarquer de plus en plus de numérique, qui vont collecter de plus en plus de données, il y a quand même un sujet d'infrastructure majeur. On le voit bien aujourd'hui avec les errances des données de santé, on ne sait plus trop où stocker parce qu'on ne veut pas les donner à Microsoft, et du coup ça ralentit considérablement l'accès aux données. On se rend compte qu'il y a un problème d'infrastructure de stockage. Il y a également, et ça, France Biotech, on a un petit peu de mal parce que le sujet nous dépasse largement. Il y a un autre sujet dont on s'est emparé qui est celui de l'interopérabilité, parce que pour traiter les données en flux, il faut que les différentes applications se parlent entre elles. Je crois qu'à la PHP, il y a plus de 150 applications
qui ne sont pas toutes interopérables. Et on a lancé cette semaine un groupe d'expertise interopérabilité où on retrouve tous les acteurs, y compris publics, y compris des acteurs étrangers, l'université d'Harvard notamment, qui a développé une solution gratuite d'interopérabilité qui est maintenant obligatoire pour les applications qui sont achetées par Medicare et Medicare. Et la collection des données, on en a parlé, c'est absolument critique, d'abord parce que ça permet très en amont eh bien, de commencer à évaluer en vie réelle l'intérêt du dispositif. Quand on utilise un dispositif, mais je dirais même plus tôt que ça permet de documenter la pratique et la vie, l'évolution naturelle de la maladie dans les techniques existantes, avec, on l'espère, le développement, le passage dans la pratique des bras synthétiques, des bras in silico, où on va pouvoir comparer une technologie innovante avec ce qu'il se passait. Donc ça, techniquement, si les données sont collectées, si elles sont accessibles, on va pouvoir le faire. Le prochain défi, c'est de convaincre les régulateurs que ces données sont suffisamment robustes pour permettre d'être prises en compte. Ça évolue. Après, ça n'évolue pas à la même vitesse, en fait, entre ce que nous souhaiterions, nous, industriels, et probablement vous, cliniciens, que pour le régulateur, qui, rappelons-le, quand même, engage sa responsabilité dans l'évaluation. Donc on peut comprendre qu'il y a un certain conservatisme, mais il faut que ça avance, et l'AIS travaille beaucoup sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un cadre plus général. Après, sur l'accès au marché, il y a 2 temps. Il y a le temps de la certification, et donc l'Europe, vous le savez, a réformé son règlement du dispositif médical de façon assez intéressante. Pratiquement dans la foulée, la FDA a décidé de simplifier son processus de certification, en tout cas pour un certain nombre de dispositifs. Aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que le MDR est en vigueur. Je veux dire, les problèmes restent absolument les mêmes, alors peut-être moins pour les grands acteurs, et encore, quoique. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont délégué à des organismes privés l'évaluation sans mettre de contraintes de temps, ni même de cadre budgétaire. Et donc, quand vous êtes une petite start-up, que vous avez un produit à faire certifier, eh bien, c'est pas évident de trouver un organisme notifié qui souhaite vous évaluer, déjà, qui accepte de prendre votre dossier, rien que ça. Et après, évidemment, qui accepte de le traiter dans les temps avec des budgets corrects. Et donc, on travaille avec la NSM qui anime le groupe des agences qui a pour rôle non pas d'encadrer l'activité des organismes notifiés, mais de les inspirer, on va dire ça comme ça, pour qu'ils remettent un petit peu d'ordre. Et même si pour les entrepreneurs que nous sommes, on ne pense pas que plus de régulation est favorable à plus de dynamisme, mais peut-être qu'à un moment, il faudra mieux encadrer l'activité des organismes notifiés pour qu'ils aient des délais imposés, qu'il y ait un cadre économique et qu'il y ait surtout une harmonisation des décisions, parce qu'on se rend compte que les décisions peuvent être assez différentes en fonction de l'organisme notifié, donc en fonction des pays. Donc ça, c'est le premier sujet, l'accès au marché. Et le deuxième sujet d'accès au marché, eh bien, c'est avoir un prix pour la technologie. Alors, je dirais, quand on est sur des dispositifs médicaux à usage individuel, le chemin est relativement balisé. Les délais sont longs, mais le chemin est balisé. Ce qui a été surtout notre sujet de réflexion commun avec l'Académie de chirurgie, c'est les dispositifs médicaux numériques à usage professionnel. Typiquement, je parlais des jumeaux numériques, mais on a tous les outils d'aide à la lecture, de l'imagerie, des bilans biologiques, des outils d'optimisation. Alors, j'aime pas le terme d'optimisation des ordonnances, mais en tout cas d'aide à la prescription. Et aujourd'hui, ces outils n'ont pas de chemin d'accès. Ils passent souvent par un acte, un nouvel acte, un acte augmenté, mais sur des technologies qui sont mal maîtrisées, mal comprises, pas toujours comprises par les évaluateurs. Et donc, ça crée beaucoup de problèmes et de difficultés à l'accès, alors que ces dispositifs, et on regardait un peu les modèles d'impact économique qui ont été faits, sont des dispositifs qui sont souvent générateurs d'économies à relativement court terme. Vous le savez, sur les jumeaux numériques, c'est la diminution du temps opératoire, c'est la diminution des complications, des récidives. Sur les aides à la prescription, évidemment, c'est une optimisation des prescriptions. Et donc,
On a formulé déjà depuis un an des propositions sur l'accélération de l'évaluation des actes et on est en train d'essayer de faire passer au PLFSS un projet d'expérimentation qui concerne donc les DM numériques à usage professionnel. Ce serait une expérimentation de 3 ans avec des possibilités de déposer des dossiers au fil de l'eau, avec une évaluation par la HCS et avec implication du Haut Conseil de la nomenclature s'il y a besoin de créer ou d'augmenter des actes en milieu libéral, un code traçant qui permette de faire l'évaluation, la nécessité de collecter des données et une indemnité qui irait à l'industriel, une indemnité à l'opérateur, avec toute la complexité du système français qui fait que l'indemnité suit un chemin différent selon qu'il s'agit d'un médecin libéral, d'un établissement hospitalier privé ou d'un établissement hospitalier public. La curiosité du PLFSS cette année, c'est que sur ce projet, tout le monde est à peu près d'accord. Je veux dire, toutes les administrations, le payeur, les ministères, les parlementaires, mais dans le contexte actuel, on a un petit peu de mal à trouver quelqu'un qui va vraiment prendre le sujet et dire voilà, on souhaite effectivement que ce soit porté, inscrit dans la loi, mais par définition, les entrepreneurs ne se fatiguent jamais, et donc si ça n'est pas pour le PLFSS 2025, ce sera sans aucun doute plus tard. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Merci.